Le 18 juin dernier, le groupe de presse SIE, éditeur du mensuel Le Club des 500 Magazines, recevait Jacques Séguéla au Quorum de Montpellier pour dire merde à la déprime. En partenariat avec l'agence Sens Inédit et la librairie Sorens, le célèbre publicitaire est revenu aux sources montpelliéraines pour lancer en exclusivité nationale son dernier livre. Jacques Séguéla présente pour la SIE Web TV son appel pour sortir de la morosité ambiante. Je ne suis pas revenu à Montpellier depuis 20 ans. Donc j'espère que le Yabon est toujours là, parce que j'ai passé plusieurs heures et fait la cour à quelques très jolies filles. J'espère que les filles sont aussi jolies qu'elles l'étaient quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire il y a 60 ans. Et j'espère que le Yamieux reste toujours un peu en dessous du Yabon, parce que qu'est-ce que c'est que cette espèce d'imbécile qui a voulu faire mieux que celui qui était l'inventeur du système. Les journaux, mais je l'ai lu tout à l'heure, en traversant que la ville s'était développée. Je ne pense pas que Fraiche, que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est un personnage et que j'aime les personnages, ait choisi le bon architecte, parce que ça minimal. Je le savais depuis le départ, moi j'aime beaucoup l'architecture, et je savais que ce n'était pas l'architecte qu'il fallait. C'était trop monumental, ce qu'il a fait à Paris en plus c'était pas très bien. Bon. Mais c'est pas grave, je pense que c'est une ville qui s'est beaucoup développée dans un climat économique difficile, parce qu'elle a quand même perdu ce que lui apportaient ses vignes, ce que lui apportait son artisanat, ce que lui apportait son industrie. Alors c'est vrai de toute la France, mais c'est encore plus vrai de cette partie-là, qu'elle n'a pas su devenir Toulouse, qui est la ville de l'aéronautique. Et Montpellier, c'est la ville des universités. Voilà, c'est tout, ça ne suffit pas. Qu'elle n'a pas su devenir Bordeaux, qui est une ville, une sorte de ville-musée, où il y a eu tellement et Juppé a très bien fait son boulot pour en faire une sorte de petit et qui a le vin pour la suivre, mais qui fait tellement mieux que Perpignan, qui est une ville qui s'est repliée sur elle-même et qui a laissé passer le coche, et a laissé justement quand même l'université à Montpellier. Et de moi, ce que j'ai perçu quand j'y vivais, quand j'étais, ça s'est pas échappé, d'un certain art de vivre avec de la retenue. Montpellier, c'est une ville qui est un peu wasp. Elle n'a pas perdu ça, et ça finit par devenir une qualité. Alors que ça a été un défaut. Elle est un peu victime de son académisme, et cette académie est en train de devenir une qualité. C'est une chose dramatique que je dis à moi, ce qui m'a fait écrire mon livre. 52% des jeunes veulent aller vivre ailleurs qu'en France. Le livre est écrit pour eux, d'abord pour mes gosses à moi. Comment c'est pensable qu'on puisse quitter le plus beau pays du monde? Nous, nos gosses de riches, ils rentrent, c'est gratuit, ils rentrent à l'âge de 2 ans, et ils sortent à 25 ans ou à 30 ans. Et tout ça est gratuit aux frais de l'État. Et ils se plaignent, c'est pas normal. Bon, c'est qu'on a fait un sondage sur 100 pays du monde. Quel est le pays où vous rêveriez de vivre? 99 ont répondu la France. Le 100e, la France a répondu non, pas moi. Alors on a posé une deuxième question. Alors vous les Français, où voulez-vous vivre ailleurs? À 88%, ils ont répondu en France. Donc on est quand même complètement schizophrénique et complètement paradoxaux. Les Français sont 2 fois plus riches qu'il y a 80 ans. Est-ce qu'ils sont 2 fois plus heureux? Non, ils sont 2 fois plus malheureux. Quel est le pays du monde le plus heureux? Le Bhoutan. Et le roi du Bhoutan a transformé le produit national brut en bonheur national brut. Et ça marche. Et tout le monde est heureux. Le bonheur, alors, certes, l'argent fait le bonheur, et encore, disons qu'il y contribue. Bon. Mais le Français est plus riche que l'Américain moyen. Le Français est plus riche que l'Allemand moyen. Il y a des Allemands qui travaillent pour 6 euros de l'heure. 6 euros de l'heure. La femme de ménage en France gagne 10 euros de l'heure. Alors, oui, ça va mal, oui. Bien sûr qu'il y a du chômage. Les chômeurs sont assistés pendant 2 ans. Les chômeurs touchent leur salaire pendant 2 ans. C'est le seul pays du monde où on arrive à assister les chômeurs pendant 2 ans. C'est le pays du monde où il y a le plus de gens qui ne sont pas au chômage, c'est-à-dire de fonctionnaires.
On est le pays du monde où il y a le plus de fonctionnaires par tête d'habitants. Donc, oui, ça va mal. Oui, il faut se tenir les coudes. Bon, et comment on peut arriver tous ensemble à sortir plus vite de la crise en reprenant le moral? Tu prends des sportifs, ils arrivent sur le terrain, ils ont le moral dans les godasses, même si c'est le PSG, ils en prennent plein la gueule. S'ils ont le mental, s'ils y croient, c'est vrai, tellement vrai dans le rugby. Bon, s'ils y croient, ils vont gagner le match. Ce que les Français rejettent le plus, c'est la politique. Et comme ils ne lui donnent plus de crédit, ni aux uns ni aux autres, qui sont persuadés que la droite ne ferait pas mieux que la gauche et que Sarkozy ne ferait pas mieux que Hollande, ils ne voient pas pourquoi ils renverseraient le régime. Je ne crois pas à une émeute. On les use, les hommes politiques. Ils sont victimes des médias. Ils se laissent avoir par les médias. Ils ne pensent qu'à ça. Ils ne pensent qu'à leur image. Ils ne pensent qu'à leur code de popularité. Ils pensent qu'au petit mot, d'où Twitter, qui est la pire invention du monde, devrait être interdit aux politiques. Moi, si j'étais président, j'interdirais à tous mes politiques d'utiliser Twitter parce qu'ils veulent faire les malins en 14 signes, en 14 mots, 140 mots, je ne sais plus combien il y en a. Et ils ne savent pas le faire. Et donc, c'est là où tout dérape. Et puis, ils ne pensent qu'à ça, etc. Au lieu de se concentrer. Je pense que les hommes politiques, même s'il y a toujours des contre-exemples comme Cahuzac, sont des hommes et des femmes, et de plus en plus des femmes, et encore plus des femmes, qui donnent leur vie à la France comme un prêtre donne sa vie à Dieu. Ça mérite beaucoup de respect. Alors ils sont plus ou moins exubérants, fraîches, et alors? Il a tellement fait pour cette ville. Tout n'a pas été bien, mais tellement fait pour cette ville. Bon. Pourquoi on lui a bousillé sa vieillesse? Ils l'ont tué à force de lui taper dessus de tous les côtés, les médias. Bon. Je pense ensuite que, évidemment, on manque de génie. Il y a eu deux génies, il y a eu De Gaulle et Mitterrand, et puis après, ça peut venir. Mais la génération là, qui a entre 25 et 35 ans, celle-là, elle va d'autant plus reprendre le flambeau qu'elle invente cette nouvelle société du moins mais mieux, qui sera vraiment la société du futur. Et puis parce que, comme je le dis dans mon livre, c'est la première génération qui est plus informée que ses parents. C'est la première génération qui est plus interactive que ses parents. C'est la première génération qui est plus technologique que ses parents. Donc elle ne peut pas rester dans l'académisme. Et c'est une génération qui travaille moins, mais tellement mieux que la nôtre. Il faut dire qu'en plus, les outils d'aujourd'hui divisent le temps de travail par 2 ou 3, peut-être même par 4. Le drame de la France, c'est qu'elle a perdu du temps. C'est qu'on est le pays le plus assisté du monde. On est le pays où il y a le plus de fonctionnaires du monde. Évidemment qu'il faut que ça change. Et on veut rester à la retraite à 62 ans, alors que les autres sont à 67. Tout ça sont des imbécilités politiques, mais ça fait rien. Tout ça va finir par se faire, va s'arranger. Depuis tellement riche, le français moyen est plus riche que l'américain moyen, et plus riche que l'allemand moyen. Si un politique osait leur dire ça, c'est dans tous les chiffres économiques, je n'invente rien. Tout banquier, tout financier vous le dira. La France, le pouvoir d'achat, là on se plaint parce qu'on a perdu 0,9 du pouvoir d'achat. Et je plains tous les gens qui n'y arrivent pas, bien sûr. Mais la richesse de la France et la richesse individuelle a doublé ces 60 dernières années. Doublé. C'est pas une petite chose, on est le seul pays du monde, sauf qu'on prend les pays émergents, qui a une telle richesse. On est le pays qui est la première industrie de luxe du monde. 40% du luxe qui se porte dans le monde est français. On est le pays qui est numéro 1 en agriculture. On est les premiers agriculteurs du monde, mais à part évidemment la Chine qui est un continent ailleurs. La plaine de la Bosse, à 10 km de Paris, est un des 2e ou 3e plus grands greniers à blé du monde. On ne mourra jamais de faim dans ce pays. Il peut tout se passer. Il peut y avoir 22 guerres. On est un pays béni des dieux. Notre gastronomie
est au patrimoine universel, au patrimoine mondial. Il y a deux cerveaux il y a le cerveau de la raison, il y a le cerveau de l'émotion. L'émotion, ça se passe ici, c'est sur le cortex frontal. En France, il est moins développé que dans les autres pays. Pourquoi? Parce que notre autre cerveau est plus développé que dans les autres pays. Pourquoi? Parce que Pascal, parce que la rigueur, parce que la rationalité, parce que HEC de merde, parce que Polytechnique de merde, parce qu'École centrale de merde, parce qu'on a complètement formaté nos élites, etc. Très brillantes, magnifiques. Mais on a complètement oublié, tout s'est basé sur le quotient intellectuel, le QI, qui a décidé de toutes les embauches de patrons en France pendant un siècle, et on a oublié le quotient émotionnel. Ça ne veut pas dire que le quotient émotionnel doit remplacer le QI, ça veut dire qu'il doit y avoir un mariage entre les deux. C'est merde à la déprime, c'est le slogan du moment, j'en veux pas d'autre. La communication, c'est un chapitre de mon livre, c'est la communimutation. C'est la plus grande révolution culturelle, technologique, industrielle de tous les temps, le net. C'est la plus belle idée depuis l'invention de la communication. Il y a eu Gutenberg, et puis il y a eu Marconi. Et on a pensé que la révolution télévisuelle serait la dernière des révolutions, qu'on ne pourrait pas aller plus loin. Que maintenant on avait l'image qui est partout, instantanément, etc. On avait oublié une seule chose, c'était une image égoïste. C'est une image qui ne communiquait pas. On appelait ça la communication, et moi je m'appelais un communicant. Et au XXe siècle, plus on s'est parlé, moins on a communiqué. Et donc, on entre maintenant dans la vraie communication, qui est celle qu'on va se parler enfin les uns les autres. Et ça va changer le monde. Parce que le net te met en face de toi-même, des autres et du monde. Aucun média n'a jamais pu faire ça. La télévision te met en face d'un écran. La radio te met en face d'un auditeur de l'autre côté. Déjà presque plus avancé dans l'interactivité que la télévision. D'ailleurs, l'interactivité à la télévision ne marche pas. La radio, ça marche plutôt. Les émissions qui sont interactives, ça fonctionne à peu près. Le journal te met en face de toi-même. Mais il n'y a qu'un média qui te met en face de toi, en face des autres, en face du monde. Et en direct, en temps T. Depuis 40 ans, je fais la pub d'Afflelou. Il est fou d'Afflelou, il n'a même pas changé de slogan. Bon. Il est resté à l'agence et un jour, il m'a dit j'ai une idée, pour chaque paire de lunettes, je vais vous en offrir une autre. Et je suis allé le trouver il y a 2 mois, quand j'écrivais mon livre, et je lui ai dit ta nouvelle idée, c'est pas ça. C'est pour chaque paire de lunettes, je vais en offrir une à un petit gosse qui n'y voit pas. Et c'est tout, si tu veux, le trajet de la publicité des années 80, des années fric, des années frime, des années à la fois libérées, merveilleuses, qu'on a vécues à cette époque-là, à cette société généreuse de partage, d'intercommunication, d'interactivité qui s'invente. Avec, aujourd'hui, à l'époque, on vivait tous pour le droit à la propriété. Un Français sur 2 est propriétaire. Toute sa vie, il achète son lopin de terre, il se construit sa petite maison. Jusqu'au jour de sa mort, où il la laisse en héritage à l'État, qui lui prend 50% de ce que ça vaut. Et qui fout la merde chez les héritiers qui n'arrivent même pas à payer les droits d'héritage. C'est ça, la vie d'un Français. La vie d'un Américain, c'est pas ça. Il loue. Il loue. Voilà. Alors, je raconte dans mon livre que la perceuse, une perceuse en moyenne en France utilise 12 minutes par an. Et on achète encore des perceuses. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu vas la demander à ton voisin ou tu loues une perceuse. Et on passe donc de la propriété à la location, de la location au troc, c'est par exemple l'olé, et du troc au partage, et de la vie en communauté. Et c'est le temps du co, la colocation, le covoiturage, la collégialité, le co-management, etc. Et c'est un vrai monde qui s'invente, auquel les politiques n'ont rien compris. Merde, ils sont socialistes, nom de Dieu de merde. Moi, quand j'étais avec Mitterrand, c'était du vrai socialisme. Il était pour le partage, il était pour... là, ils sont que pour taper sur les riches. Qu'est-ce que ça veut dire de foutre sur la gueule des autres, diviser le pays en deux? C'est pas le problème. Il faut
que le pays se réunisse, absolument. Donc c'est ces idées-là. Hollande qui a passé 70 minutes à la télévision il y a 3 jours, 70 minutes de parole sur une émission de 120 minutes. Pas une seule fois il a eu le mot partage, pas une seule fois il a eu le mot échange, pas une seule fois il a appelé un avenir de la France, pas une seule fois il a parlé d'une vision un peu différente de la société. Il ne sait même pas qu'il y a une nouvelle société qui s'invente. Moi, j'ai jamais fait la cuisine de ma vie, ni la vaisselle de ma vie, mais c'est bon, c'est des conneries. Pourquoi je ne serais pas capable de faire la cuisine, de faire la vaisselle? Et ça, c'est en train d'arriver. Alors, il va falloir 10 ans, il va falloir 20 ans. Peut-être que c'est un mouvement. Le hippisme a existé, puis il a duré 7 ou 8 ans, il s'est effondré. Peut-être que ce mouvement, du Nice But Better, mais il est très fort en Amérique. Le seul problème, c'est qu'il va y avoir après un match terrible entre les nouveaux riches, qui sont les Chinois, demain les Indiens, après-demain les Indonésiens, et puis les Russes. Les Sud-Américains ne sont pas tellement nouveaux riches, ils ont déjà plus la mentalité latine. Et eux vont continuer à jeter leur argent par fenêtre, à gaspiller, à vouloir être propriétaires, à tout acheter. Et tu auras un véritable choc inversé de culture, où nous, on va devenir au contraire des jouisseurs de la vie, des locataires, alors que jusqu'à présent, c'est nous qui allions dans ces pays-là, les coloniser, acheter. Et ça, c'est très intéressant pour voir ce qui va se passer dans les 50 ans à venir. C'est une inversion. Et d'ailleurs, les femmes sont plus malignes que les hommes, parce que les hommes, les femmes qui sont en train de conquérir le monde. Elles ne vont pas sauver l'humanité, comme on l'a dit, elles vont sauver l'humanisme, grâce à ces valeurs qu'elles apportent au monde. Mais elles ne se sont pas trompées. 2 tiers des femmes travaillent, les emplois de l'information et de l'informatique et de la publicité, d'ailleurs de tout ce qui touche aux télécommunications, l'information, sont à 2 tiers occupés par les femmes. Donc quand elles ont choisi leur métier, elles sont parties dans ces métiers d'avenir. Qu'ont choisi les hommes? La banque, regarde à quel est tassée, et l'automobile, regarde à quel est tassée.